Je voulais d'abord dire merci à tous ces membres qui composent le comité de rédaction de cette charte. Mais j'ai un souci. Au niveau de nos pays, surtout la Côte d'Ivoire, les projets de recherche sont présentés sous forme d'opportunités d'accès au traitement. Le contenu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été élaboré par tous ces experts, n'est pas présenté aux clients ou aux bénéficiaires quand ils viennent pour être enrôlés dans certains projets. Quand on vous dit, vous rentrez dans la recherche, vous avez droit au transport, les frais d'examen sont pris en charge, il y a certains même qui négocient pour faire partie de certaines recherches. Et ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, on dit il y a quelques membres associatifs qui sont devenus experts, qui sont formés. Ce que moi, je souhaite et que je propose, que ces personnes-là rentrent au pays, que l'ANRS aussi les accompagne pour faire une restitution, pour qu'un grand nombre de bénéficiaires ou de personnes vivant avec le VIH qui participent à ces recherches aient au moins une connaissance du contenu d'une recherche. Qu'est-ce que c'est? On parle que d'avantages, qu'on parle aussi des inconvénients dans une recherche. C'est ce que je voulais. La chance et le privilège pendant quelques années de faire partie du comité national d'éthique de la recherche en santé du Sénégal et je suis maintenant au comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'IRD. Et pour participer à ces deux instances, je peux témoigner combien la charte éthique de la NRS a eu un rôle essentiel dans la promotion d'une réflexion sur l'éthique qui dépasse l'activité de la NRS et qui dépasse l'activité du VIH. Et il y a bon nombre d'institutions en France et à l'étranger qui se réfèrent et qui prennent exemple sur la charte éthique de la NRS comme étant un document extrêmement bien construit, très abouti dans le processus de recherche. Du coup, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir maintenant cette mise à jour qui tient compte de l'avancée, effectivement, des nouvelles questions qui se posent. Moi, il y a 3 points sur lesquels je voudrais insister. D'une part, revenir sur la proposition de notre collègue à propos de la question de l'âge pour la participation de personnes mineures au processus de recherche lorsqu'il s'agit de populations clés. C'est une question qui me semble intéressante d'aborder dans la charte de la NRS pour qu'elle cette question soit elle-même discutée dans les pays dans lesquels se réalisent les recherches. Parce qu'il faut bien avoir, bien sûr, maintenant en esprit qu'il y a dans tous les pays des comités d'éthique, mais qui ont eux-mêmes leur propre dynamique, leur propre élaboration de la réflexion éthique, qui peut se jouer en articulation avec ce qui peut venir de comités d'éthique ou de chartes éthiques qui viennent des pays du Nord. Le deuxième point, ça rejoint un peu aussi les préoccupations soulevées par Marc, c'est le fait de souligner l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il y ait des évaluations éthiques des programmes de recherche en sciences sociales qui ne soient pas totalement cadrés sur les dispositifs éthiques de la recherche biomédicale. Il existe des comités d'éthique, je pense, dans certaines universités américaines, où il existe des voies d'évaluation spéciales, allégées pour les programmes de recherche en sciences sociales, et c'est une voie qui mériterait d'être évoquée. Et puis, troisième et dernier point, c'est sur la place des associations. Dans la charte éthique actuelle de la NRS, il y a un point qui s'appelle les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des règles éthiques. Et il y a différents éléments, notamment l'évocation d'un conseil scientifique et de comités indépendants de surveillance. Je pense qu'il pourrait être intéressant de réfléchir au fait de proposer une place encore un peu plus importante aux associations. Parce que je crois que cette place a été effectivement largement proposée par la NRS, mais que la place qui est maintenant faite aux associations n'est pas forcément une place acquise de manière définitive. Et qu'il y a vraiment pour les associations la nécessité de maintenir, d'avoir un rôle de pression par rapport aux institutions
des pays dans lesquels elle travaille. J'ai en exemple ce qui se passe actuellement au Sénégal, où le RESER, qui a été créé dans le cadre de la coalition Respect, est l'objet de beaucoup de propos quasiment violents, j'allais dire, de la part de certains milieux médicaux qui ont tendance à la délégitimer dans son rôle. Du coup, s'il y avait dans la charte éthique de la NRS quelque chose qui remette encore l'accent sur ce domaine-là, je pense que ça pourrait rendre service à ces associations. Je vous remercie. Exclusivement orienté vers les AES, les accidents d'exposition au sang. Or, nous par exemple, on va travailler sur la tuberculose. Il y a aussi toute une protection du personnel sur d'autres pathologies, sur d'autres facteurs de risque. La sécurité, quand vous travaillez dans des zones un peu sensibles, avec les enfants des rues, avec les usagers de drogue, il y a aussi le personnel qui peut être en insécurité. Il y a d'autres risques. Je voudrais revenir, oui, on a tendance à négliger la diffusion des résultats aux populations étudiées. Ça, je trouve que c'est assez général. Ça demande de la vulgarisation, certes, mais on a tendance à oublier cette étape qui est très importante et les populations clés les populations étudiées sont vraiment demandeurs de savoir voilà l'étude, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et pour finir, juste en termes de verbatim, dans la charte ANRS, il est indiqué personne atteinte. Je trouve que ça serait plus intéressant de marquer personne concernée. Ça pourrait plus englober les proches, la famille, etc. Merci. À la dernière intervention, où on a fait des propositions pour la prise en compte de certaines personnes, des populations clés dans les comités éthiques. Je pense qu'il y avait des populations plus anciennement vulnérables, notamment les femmes. Voilà, donc il faut également penser à les prendre en compte dans ces comités éthiques-là. C'était juste ça. Merci. Finalement, l'important pour nous, c'est l'alimentation du débat et on est dans un processus. Donc, je vais juste faire deux commentaires. Un premier sur votre remarque à propos du fait que les patients ou les sujets rentrent dans des recherches pour les bénéfices et finalement on oublie tout le reste et tout le monde se charge de leur faire oublier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On a essayé de mettre un paragraphe là-dessus dans la charte éthique, mais on entreprend en tant que chercheur, et je parle plutôt du biomédical, mais c'est exactement pareil à mon avis dans les sciences sociales, de toute façon, toute recherche est au départ l'évaluation d'un rapport bénéfice-risque. Et on a toujours, on ne part pas avec cette notion qu'il y a les deux éléments, et que je pense que si les associations peuvent aider à travailler avec les sujets qui rentrent ou en amont, en discutant les protocoles, c'est à faire un vrai travail sur les risques, car c'est ce rapport-là qui compte, et on est toujours dans l'oubli. Et d'ailleurs, c'est humain après d'oublier les risques, mais pour que quelqu'un, déjà dans un contexte de liberté limitée, de choix d'accès à un traitement qui va paraître comme meilleur, mais en fait on n'en sait rien, sinon on ne mettrait pas la recherche en route. Donc on a un vrai rapport bénéfice-risque et il faut travailler sur les risques. Donc il y a un paragraphe qui est là-dessus, qui dit vraiment de réfléchir à la question du risque et pas seulement du bénéfice. Bon, mais c'est un problème général. Et puis je voulais juste faire un commentaire sur l'accès au traitement et la question. Il y a le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite C est une maladie curable avec un traitement dont la seule question est la disponibilité potentielle dans les pays du Sud. Et de toute façon, la NRS, et pour les deux autres, on en a des maladies chroniques qu'on ne guérit pas, avec des traitements à vie. Donc on est dans des contextes où un organisme de recherche comme la NRS ne peut pas se substituer au système de santé et donc ne peut pas s'engager dans la question du traitement des patients au-delà de l'essai qui est mis en cours. Il y a beaucoup de paragraphes qui ont trait à ça dans la charte, mais on sait bien que finalement, nous ne faisons pas de recherche thérapeutique dans les pays où l'accès aux médicaments n'est pas disponible. Et ça, ça a été le cas du VIH au début. On a mis longtemps, puis petit à petit, les programmes se sont développés. Pour l'hépatite B, par exemple, aujourd'hui, nous ne faisons quasiment aucun projet d'étude thérapeutique sur l'hépatite B, car les programmes hépatites ne sont pas en place dans les pays. L'hépatite C, c'est plus compliqué parce qu'à travers un essai, on peut guérir les gens. Donc dans l'essai lui-même, on donne l'accès.
Après, il y a le problème du reste des populations. Je réponds que sur ces deux points. Beaucoup d'enrichissement, beaucoup de propositions qui ont été faites. Alors ça a suscité, je crois, autour de cette table, des idées, de nouvelles idées, et certains voudraient commenter. Et Marc? Alors, oui, enfin, à la fois des idées, à la fois peut-être rebondir sur un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut, je l'ai dit, Bernard Taverne l'a redit, le rôle de l'ANRS dans l'émergence des comités d'éthique en Afrique a été extrêmement importante. Et ces comités d'éthique sont extrêmement hétérogènes aujourd'hui et ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Mais la charte éthique de l'ANRS a servi souvent de base pour construire un certain nombre de comités d'éthique. Mais on s'est retrouvé, et ça je pense que c'est important de le prendre en compte, on s'est retrouvé, il y a deux choses que je voudrais aborder, il faudra peut-être mentionner des choses de ce point de vue-là dans la future charte éthique, c'est que beaucoup de ces comités d'éthique en Afrique sont des comités qui dépendent des ministères de la Santé, qui ne dépendent pas du ministère de la Recherche. Il y a, moi je travaille maintenant dans d'autres champs que le VIH. Si je travaille par exemple sur un programme sur les pesticides, je n'ai pas d'avis éthique à demander dans certains pays. Ce qui est étonnant. Mais par contre, si je travaille sur les effets toxiques des pesticides, là oui, parce que c'est la santé. Donc, le fait que ça soit autour du sida fait que l'éthique des sciences sociales s'est retrouvée sous la coupe des ministères de la Santé dans un certain nombre de pays, et ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'on se retrouve dans des comités d'éthique où la représentation des différents experts prend souvent pas toujours en compte les sciences sociales et un certain nombre de spécificités méthodologiques des sciences sociales, et donc je crois que ça, il y a vraiment quelque chose à réévaluer et être peut-être prudent dans la manière de recommander. L'autre chose, c'est l'exceptionnalité du VIH. Il y a un certain nombre de choses qui ont été abordées dans les questions. Moi, pour travailler sur d'autres pathologies aujourd'hui, comme la fièvre jaune, la dengue, des arboviroses, le paludisme, on n'a pas d'association de personnes vivant avec le paludisme, ça n'existe pas. Donc attention, parce que je suis bien d'accord avec les réflexions, pour avoir longtemps travaillé dans le sida, et il y a des gens dans la salle qui ont travaillé avec moi, donc ils savent comment on a travaillé, et ça rend compte aussi des problèmes de partage, de restitution, d'appropriation des résultats. On a une chance inouïe dans le champ du VIH, c'est justement d'avoir des associations de personnes affectées par le VIH qui peuvent faire la recherche avec nous. Et dans certains programmes, et même la quasi-totalité des programmes ANRS que moi j'ai dirigés, on associait les associations de la définition de la problématique jusqu'à la fin du programme, et donc il y avait une appropriation totale des résultats de la recherche, et donc des gens qui restaient sur le terrain avec les résultats de la recherche, et que donc on ne s'arrêtait pas simplement à la restitution des résultats. Mais ça, c'est vraiment une spécificité du VIH qui n'existe pas dans tous les domaines de la santé. Donc c'est les deux points sur lesquels je demanderais à être vigilant, parce que cette charte éthique de l'ANRS, elle a été extrêmement bénéfique. Elle a permis le montage de comités d'éthique dans plein de pays d'Afrique, mais du coup, elle a imposé des règles de l'éthique des sciences sociales un peu particulières et qui posent aujourd'hui des problèmes à un certain nombre d'équipes. Apporter une précision au sujet du consentement des personnes qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas. Ça, c'est prévu dans la pratique en matière d'éthique, c'est généralement de demander qu'il y ait un témoin. Bon, maintenant, par rapport à la représentativité au comité, des comités peut-être d'éthique ou de comités scientifiques, pour ce qui concerne le comité scientifique sectoriel numéro 6 à l'ANRS, pour avoir eu l'occasion d'être parmi des personnes qui devaient étudier les dossiers des représentants de la société civile du Sud qui devaient participer au comité, nous avons tenu compte à ce qu'il y ait cette parité-là, c'est-à-dire il y a 2 places pour les représentants société civile Sud, nous avons tenu à ce qu'il y ait un homme et une femme. Mais maintenant, s'il arrive qu'il n'y a que des hommes qui postulent, nous n'allons pas créer des femmes. Donc voilà ce que je voulais dire à ça. Et je profite donc de l'occasion pour dire que ce travail qui est fait par la société civile est un travail qui aujourd'hui souffre parce qu'il n'y a pas de structure pour financer ces activités-là. Et pour financer les activités des médiateurs, aussi dans les activités de recherche. La deuxième chose, c'est qu'il y a un besoin de capitaliser toute cette expertise que la société civile a eue sur la question du VIH en matière d'éthique et de faire qu'on ne perde pas tout ça. Parce que nous devons être l'œil de la communauté. Nous ne disons pas que nous entrons en compétition
avec les comités d'éthique dans nos pays, mais nous estimons qu'il y a tellement d'enjeux que nous ne pouvons pas tout confier entre les mains de nos autorités. Voilà ce que je tenais à dire, et il est important... Encore des mains en l'air tout à l'heure. Aïssa, voilà. Moi, c'est Agnissa Aubin, à l'Institut des sciences anthropologie et développement de l'Université de Cocody. Bon, je voudrais juste partager une expérience et en même temps aussi soulever un certain nombre de problèmes qui pourraient être considérés aussi comme des problèmes éthiques. Oui, c'était dans le cadre d'un projet également de rétroviraux, RétroCi, où nous étions appelés à accompagner les médecins dans l'enrôlement des femmes parce qu'il y avait assez de taux de déperdition. Et lorsque nous étions arrivés, il y avait tout un protocole de consentement éclairé qui était déjà rédigé. Il y avait tout un ensemble de dispositifs qui étaient pris pour vraiment recevoir ces femmes. Il y avait de la collation et à la fin, les femmes recevaient le transport qui était là également. Et il y a une dame qui a tellement bien compris le bien fondé de l'étude que lorsqu'à la fin on lui a proposé le transport, elle a refusé de prendre parce que pour elle, c'est comme si on la payait pour... On a beau lui faire comprendre que c'était... Et là, lorsque nous avons signalé son cas, le coordonnateur et l'équipe, ils ont retiré le questionnaire de cette dame, tout simplement parce qu'elle a refusé de prendre l'argent. C'est-à-dire c'est comme si elle n'avait pas bien compris le bien fondé de l'étude, c'est comme si elle avait été forcée. Donc, quand son questionnaire a été retiré, ça a été l'un des questionnaires les mieux remplis parce qu'elle était vraiment très ouverte, elle était très participante. Et un autre problème, c'est celui des femmes. Une femme arrive pour une consultation, on lui donne un consentement éclairé, elle s'y engage. Mais que vaut son engagement à l'insu de son mari? Parce que là aussi, est-ce que le mari a le droit de savoir qu'elle a passé à une telle étude? Et je pense que beaucoup de problèmes de déperdition sont liés à ça. Et nous nous rappelions qu'une dame qui a participé à notre enquête, et lorsque son mari a vu une émission sur RétroCi à la télé, a vu que les ordonnances de sa femme portaient les cachets de cette institution. Donc il a cherché à en savoir plus, et elle est venue vers nous pour nous dire que voilà, que son ménage est en danger, que son mari viendra ici, et voilà ce que nous devons dire à son mari. Bon, c'est vrai, il est arrivé, on a essayé de lui faire comprendre, il a compris et les deux, se sont impliqués dans le programme. Mais voilà également certains problèmes sont liés au fait que c'est vrai, les femmes sont majeures, mais en venant en consultation prénatale et sur le champ, on lui donne une offre, on lui offre une possibilité de choses. Bon, quel engagement elle peut prendre là, alors que là, son mari, qui peut-être n'est pas avec elle, ou n'a pas le droit ou a le droit de savoir ce qu'elle a fait. Donc là aussi, je veux que cet aspect-là puisse être pris en compte. Je suis Yamiro Jean, je suis de cette université en Master 2. J'ai une question pratique sur l'éthique. Par exemple, on nous propose pour la recherche d'avoir des formulaires de consentement. Et souvent, nous avons ces formulaires de consentement et sur le terrain, nous nous retrouvons avec des gens qui sont analphabètes, qui ne savent ni lire ni écrire. Dans ce genre de situation, la sonorisation, s'il vous plaît. Allô? Je disais, pour la recherche concerne dans cet aspect pratique de l'éthique, quand nous nous retrouvons avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire et nous avons un formulaire de consentement à faire signer, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous délivrez une autorisation d'aller sur le terrain, mais vous n'avez pas accès au terrain parce qu'il faut d'abord que le ministère de la Santé vous sorte un document. Et quand vous n'avez pas ce document, ce n'est pas possible d'avoir les informations auprès des agents de santé. Ça, c'est un premier niveau. Le second niveau, c'est comme l'intervenant disait tout à l'heure, de façon pratique, on a effectivement des femmes, parce que cette question d'éthique aussi, c'est en rapport avec la méthodologie qu'on utilise. Les femmes ne viennent pas toujours dans les structures. Il y a des moments où on rend visite aux femmes.
Et dans le cas de la signature justement du consentement, il y en a qui ont demandé d'abord avoir l'avis de leur mari avant de s'engager parce que l'équipe est obligée de rendre visite à ces femmes pour travailler. Et donc, du coup, ça pose un problème. Nous avons rencontré ce cas dans le cas de la PTME où le monsieur a dit non, ce n'est pas lui qui devrait signer, c'est la femme, mais le monsieur a dit qu'il n'était pas question. Donc, ce n'est pas l'avis de la femme qu'on a eu, c'est plutôt l'avis du monsieur. Donc, de façon pratique sur le terrain, ce sont des questions. Est-ce que, même si le mari dit oui, en fait, ce n'est pas lui qui donnera l'information, c'est la femme qui va donner l'information. Peut-être qu'il vaudrait que ce soit lui qui signe le papier pour qu'il sente aussi son autorité par rapport à ce qui se passe. Donc, vraiment, de façon pratique sur le terrain, ce sont des situations auxquelles on est confronté au-delà des groupes vulnérables dont on a parlé. Et il y en a, je pense que ce sont des questions qui ont été documentées où il y a même, ce sont des familles qui viennent pour signer, accompagner la personne qui doit signer le consentement pour voir effectivement qu'est-ce qui sera dit autour de tout ça. Je pense que c'est vraiment, nous on a senti ça comme étant des questions pratiques et à tout moment, on ne pouvait pas accéder à l'information. C'est comme il a dit tout à l'heure, les formulaires sont retirés, bon, alors que c'est des personnes peut-être qui sont en mesure de fournir une information de qualité. Donc je pense que ça c'est quand même des questions assez difficiles à trancher tout le terrain. Surtout en rapport avec la méthodologie qui est engagée. Parce que quand les gens viennent dans la structure de soins, c'est différent que lorsque vous devez vous rendre dans le domicile de la personne où on doit mener des observations pour comprendre un certain nombre de choses. Merci. C'est par la remarque tout à l'heure au sujet du comité d'éthique et de l'autorisation. Parce qu'en fait, il faut faire la différence. Le comité national d'éthique ou le comité d'éthique donne un avis qui est un avis consultatif sur le plan scientifique et éthique. Et maintenant, au Cameroun, par exemple, en dehors de ça, vous devez avoir une autorisation administrative qui est délivrée par la division de la recherche opérationnelle en santé. Parce qu'en fait, c'est l'autorisation administrative qui vous permet de vous déployer sur le terrain. Mais la clairance éthique, c'est juste pour attester de ce que, en faisant une analyse sur le plan scientifique et éthique, ça tient la route. Mais maintenant, par rapport à la participation à la recherche, ça va répondre aux deux questions au sujet de le mari, son avis, qui signe, qui ne signe pas. En fait, la participation à une étude est un acte civil et celui qui participe à l'étude, c'est la personne qui est habilitée à signer. Et par conséquent, en posant la question de l'éthique, en définissant l'éthique tout simplement comme étant cette capacité de réflexion sur les valeurs qui encadrent ce que nous proposons à quelqu'un, ce que vous proposez à quelqu'un, participer à la recherche, c'est rechercher quoi en réalité? Est-ce que c'est rechercher la division dans sa famille? Est-ce que c'est poser des problèmes sociaux? Non. À partir de ce moment-là, quand vous poussez votre réflexion, vous lui dites que la participation est volontaire, ne vous encombrez pas des choses qui peuvent plutôt piétiner la dignité ou créer des problèmes dans les familles. C'est pour ça qu'on parle d'éthique, c'est notre capacité de réflexion. Oui, peut-être deux remarques. La première, c'est aussi dans le consentement, il faut distinguer la question de l'information et comment on délivre une information éclairée, qui doit se faire par tous les canaux possibles et adaptés aux populations que l'on va enquêter. Et c'est pas le formulaire de consentement qui donne l'information, c'est la notice d'information qui peut être distribuée verbalement, qui peut être traduite, je pense, aux recherches par exemple faites avec les sourds. Donc il y a un premier élément qui est l'information à la personne participante, qui n'est pas le formulaire de consentement, qui est tout ce qui se fait en amont. Après, sur la question du recueil de ce consentement lorsqu'il est signé pour des analphabètes, il peut se faire suivant les cadres légaux et locaux, parfois par apposition d'une empreinte digitale. Mais il faut vraiment distinguer la question de l'information à la personne et du recueil. Dans un certain nombre de cas, si la femme décide de demander à son mari l'accord de son mari, et qu'elle décide de suivre l'accord de son mari, à un moment donné, c'est le choix qu'elle a fait à ce moment-là. Même si on peut critiquer ou le dire, elle est inféodée ou peu importe la manière dont on va percevoir la chose, à un moment donné, cette participante a fait le choix d'en référer à un tiers et de suivre le tiers. Et donc, on doit respecter le choix qu'elle a fait, même si ce choix nous paraît à nous comme étant pas forcément le meilleur. Et on se doit de respecter ça.
Un autre élément plus général qui me semble très important à rappeler, c'est que cette charte éthique est une charte en un sens, alors elle est à la fois incitative par rapport aux projets qui sont financés par l'ANRS, mais seulement indicatif par rapport aux pays. Les pays ont leur propre cadre légal. Ça a été rappelé que la charte de la NRS, elle est intéressante car c'est un outil pour discuter sur ces cadres légaux, mais chacun des États souverains a son propre cadre légal de recherche et il ne faut pas oublier que en dehors, la situation a quand même bien changé depuis une dizaine d'années, que nombre de pays sont en train de se doter de juridiques de loi sur l'informatique et liberté par exemple. La Côte d'Ivoire a signé un texte au Parlement il y a maintenant quelques années et qui n'a pas forcément été pensé dans le cadre de la recherche médicale. Donc il ne faut pas oublier que les contextes dans lesquels nous intervenons ont aussi leurs propres cadres légaux et peut-être que ça vaudrait le coup qu'on puisse recenser les évolutions légales de chacun des pays dans lesquels on mène nos recherches, puisqu'il n'y a pas que les acteurs du sida qui réfléchissent à ces questions. Alors Brigitte. Donc la révision actuelle est un processus avec des discussions comme aujourd'hui et des réunions sur les sites, mais on a une réunion finale le 30 janvier pour finir de modifier, éventuellement d'amender la charte. Et à cette occasion-là, on fera d'ici là un tour complet de toutes les législations et de leur évolution dans les pays pour pouvoir justement inscrire bien la charte dans l'évolution générale du contexte. Alors, je pense que l'objectif fixé à cette table ronde donne quelques contours, dessine quelques contours. C'est que on est tous d'accord à reconnaître les évolutions impulsées par cette charte, mais que cette charte, dans le cadre de sa révision, a besoin de prendre en compte certaines spécificités, a besoin de prendre en compte des cadres légaux, et Brigitte vient de nous rassurer que ces cadres légaux qui présentent quelques tensions avec les principes de la charte doivent être revus. Il y a également le fait que les environnements nationaux ont changé, notamment les dynamiques associatives. Et je crois qu'on en demande un peu plus aux associations. Les associations qui sont un peu des médiateurs, on les veut un peu plus médiatrices. On attend d'elles, par exemple, que les choses apprises soient restituées à ceux-là même qu'ils représentent. Et qu'elles soient un peu plus autonomes. Elles soient un peu plus autonomes, notamment les comités d'éthique, leur positionnement par rapport à l'État, leur positionnement technique, parce que s'ils sont dans certains pays logés au niveau du ministère de la Santé et qu'on vient poser des problèmes dans d'autres secteurs qui ne sont pas des problèmes liés à la santé, eh bien, la domiciliation de ces comités limite leur efficacité. Alors, la question du consentement dans des contextes culturels spécifiques aussi s'est posée, parce que le respect de l'identité des gens, de la liberté des gens, les modalités d'expression du consentement sont variables d'un contexte à un autre. Maintenant, comment tenir compte de tout cela? Vous voyez bien qu'on est dans une situation où la charte éthique a besoin d'évoluer. Et l'un des objectifs de cette table ronde, justement, c'est de commencer à baliser le terrain, d'engager les premières réflexions à cet effet. Et je pense que nous avons atteint nos objectifs. Et toutes mes félicitations aux panélistes et à tous ceux qui ont contribué au débat. Je crois que nous sommes à 5 minutes de la fin. Nous avons droit au repos et à aller nous substanter. Je remercie les uns et les autres pour leur participation au débat.